Bonsoir à tous. Mon propos ce soir, c'est de vous parler de deux choses en même temps. D'une part, à partir du cas particulier du viol des tombeaux des rois de France, à Saint-Denis et ailleurs, que j'ai appelé la damnatio memoriae, puisqu'il s'agit d'une éradication de mémoire, et en quelque sorte, on a une continuité entre l'éradication impitoyable de Thérouanne et le projet d'éradication de la mémoire monarchique. Et en même temps, j'aimerais essayer de construire à partir de ce cas et donc du vandalisme, une théorie un peu générale sur le patrimoine. Pour commencer, il faudrait avoir en tête que la destruction de la nécropole des rois de France pendant la période révolutionnaire et à plusieurs reprises correspond à un événement unique en Occident. Si on se tourne du côté des Habsbourg, les événements qui sont intervenus après 1918 à Vienne n'ont pas modifié la crypte des Capucins. Si on se tourne du côté de ce qui s'est passé un peu plus tôt, 1917, à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, ce qu'on appelle la révolution russe, mais qui n'est peut-être pas une révolution, n'a pas non plus touché aux nécropoles des tsars. Finalement, en aucun lieu l'on n'a véritablement porté atteinte ni aux constructions, ni aux restes mortels. Ce qui s'est passé en France est donc exceptionnel, et de tous les souverains qui ont régné dans ce pays, finalement, seul Napoléon a fait l'objet d'une considération funéraire, puisque les cendres de Charles X, celles de Louis-Philippe et de Napoléon III reposant en terre étrangère, celle de Louis XVIII se trouve bien depuis son décès en 1824 à Saint-Denis, dans l'ancienne nécropole, mais elles ont été chassées sans ménagement lorsque il a été décidé de faire des fouilles archéologiques dans le courant des années 60. On les a mises ailleurs, en compagnie d'ailleurs d'autres restes de la famille royale. Et lorsqu'on les a rétablis dans la crypte d'Île-d'Oin, la crypte carolingienne qui se trouve sous le sanctuaire, on les a placés sous des dalles funéraires sans inscription. Il a fallu attendre, c'est paradoxal, 1993 pour qu'on se décide à faire mention sur la dalle funéraire de l'identité des cendres qui se trouvaient dessous. Pour ce qui concerne les cendres de Louis XVI et de Marie-Antoinette, vous connaissez peut-être l'histoire, Louis XVI et Marie-Antoinette avaient été guillotinés à l'emplacement de ce qui correspond à la place de la Concorde. Les cadavres avaient été ensevelis dans un espace qui faisait fonction de cimetière et qu'on appelait le cimetière de la Madeleine. Et après la Révolution, le terrain a été racheté par un propriétaire privé qui avait une fidélité monarchique, et sous l'Empire a transformé le terrain en potager. Les légumes poussaient bien. Il y avait eu de très très nombreux cadavres. Et en 1815, Louis XVIII, 1814-1815, Louis XVIII a ordonné des fouilles, et le propriétaire du potager avait placé un saule, un branche de saule à l'emplacement de chacune des tombes, et on a retrouvé Louis XVI avec une certaine certitude, Marie-Antoinette avec moins de certitude, et on les a installés en 1815 dans le cadre d'une très grande cérémonie au cours de laquelle on a
jouer une création du moment qui était le Requiem de Cherubini, on a déplacé, on est dans la crypte les restes royaux de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Et à l'emplacement du terrain qui avait été cédé au roi par son ancien propriétaire, Louis XVIII a fait construire la chapelle expiatoire. Voilà comment les choses se sont à peu près passées. Et puis, en 1815, lorsque Napoléon revient, pendant les 100 jours, il considère qu'il est opportun d'être consensuel. Et lui qui voit le caveau qu'il avait fait construire pour lui dans l'ancienne crypte d'Île de Hun, transformé en caveau des Bourbons à nouveau, laisse sagement les choses dans l'état en disant qu'il ne fallait pas faire la guerre aux morts. C'est une expression qui lui est restée. Alors voilà donc le flash un peu complexe de ce qui s'est passé pendant un événement bref et qui montre tout de même qu'il y a eu beaucoup d'acharnement dans toute cette histoire. Je voudrais, puisqu'il est question en fait de transmission patrimoniale, de transmission à la fois de rites, d'idées, d'objets, de choses de toutes sortes, énoncer un premier axiome qu'il ne peut pas y avoir de transmission s'il n'y a pas d'adhésion au legs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un donateur, s'il n'y a pas quelqu'un pour recevoir le legs, il n'y aura pas de legs. Et s'il n'y a pas d'acceptation du legs, il y a nécessairement une rupture. Ça s'est passé dans l'histoire. L'exemple qui me paraît topique, c'est l'arrivée du christianisme par rapport au monde païen. Pendant plusieurs siècles, les chrétiens se sont demandé s'il fallait accepter le legs antique ou au contraire l'écarter. Est-ce qu'il fallait conserver les statues des dieux qui étaient des idoles? Est-ce qu'il fallait conserver les temples? Est-ce qu'il fallait conserver la littérature antique ou pas? Et puis finalement, c'est construit petit à petit une théorie intellectuelle qui a conduit à l'acceptation du legs antique sous deux critères. Premièrement, on accepte ce qui anticipe sur ce qui va suivre. Et deuxième critère, on accepte ce qui est dans l'ordre du progrès de l'esprit humain. Voilà ce qui s'est passé grosso modo pendant les premiers siècles. Ce qui n'entrait pas dans l'ordre de l'esprit humain, en revanche, devait être détruit. C'est sous cet angle-là qu'il faut comprendre la chasse qui a été faite aux aspects les plus obscurs des religions païennes, en particulier les rituels de sorcellerie et autres choses. Alors ça, c'est une première donnée. Deuxième donnée, une fois que l'on a gardé cet héritage, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est une question que s'est posée aussi la Révolution française. Vous avez ici la Sainte-Chapelle au lendemain de la Révolution. Qu'est-ce qu'on fait du lieu? C'était une ancienne collégiale que d'ailleurs Louis XVI venait de supprimer. Une église parfaitement inutile sous l'angle de l'organisation des cultes, installée dans l'enceinte judiciaire. Qu'est-ce qu'on en fait? Elle a été mutilée à plusieurs reprises. C'est ce que montre ici, vous voyez, une peinture du début de la monarchie de Juillet avant les campagnes de restauration qui montre la Sainte-Chapelle ayant perdu sa flèche. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'un lieu comme celui-ci? On s'est posé plusieurs questions et à un moment, il a été envisagé d'en faire la salle du Conseil de la Commune de Paris, c'est-à-dire la salle du Conseil municipal, pour parler comme aujourd'hui. Cette idée n'ayant pas été retenue, finalement, on est allé au plus pressé, au plus simple. On a fait de la Sainte-Chapelle un local d'archives après avoir détruit toute la partie basse des verrières de la chapelle haute, c'est-à-dire grosso modo
40% des verrières. Et puis, dans le même temps, et ça c'est aussi une autre idée qui intervient dans ces moments de vandalisme, il faut, avant qu'il ne soit trop tard, procéder à l'étude des lieux. Et c'est ce qui va se passer. Celui qui est préposé à la conservation des vestiges patrimoniaux par la Révolution, c'est-à-dire le peintre Alexandre Lenoir, qui va concevoir le musée des monuments français, nous en reparlerons tout à l'heure, dépêche un jeune architecte talentueux et sans travail, qui est Charles Percier. Et Charles Percier va faire des relevés extrêmement précis de certaines parties, en particulier de la chapelle haute et de la tribune du Jubé. Et les aquarelles qu'il a laissées montrent un état de la Sainte-Chapelle qui n'a rien à voir avec l'état actuel. Les restaurateurs, en 1840, ont fait des choix. Ils sont revenus à l'état initial et ils ont gommé toutes les riches strates postérieures au temps de Saint-Louis, en particulier des enrichissements qui avaient été effectués au temps de Charles VIII et de Louis XII, c'est-à-dire à l'extrême fin du XVe siècle, et c'est-à-dire au tout début de l'arrivée de la Renaissance en France. Vous avez ici de la vie de Percier, en voici encore un autre. Alors, voilà un petit peu le contexte général. Maintenant, essayons de voir comment les choses se sont produites à Saint-Denis. Saint-Denis, d'ailleurs, est aussi une église qui a considérablement souffert pendant la Révolution et par la suite aussi. Voici l'état actuel. Vous voyez qu'il manque la flèche nord. C'est la flèche nord actuellement qui fait débat, puisque l'architecte en chef des monuments historiques se propose de la reconstruire. Ce qui n'est pas tout à fait impossible dans la mesure où on possède les dessins de l'état antérieur et où on possède une partie de l'appareil ancien qui a été déposé dans les années 1830, plutôt des années 1840. Alors, cette façade aussi permet d'entrevoir toutes les modifications qui sont intervenues pendant la période révolutionnaire, c'est-à-dire le massacre de toutes les sculptures des porches, la destruction de la toiture, il ne restait plus de toiture, et il avait été envisagé un moment de supprimer la nef centrale et de façon à ne garder que les bas-côtés, pour garder les bas-côtés sous la forme d'un marché couvert. Bien. Alors, cette église qui était l'abbatiale de l'abbaye de Saint-Denis, dans laquelle les moines bénédictins puis mauristes garantissaient le culte de la mémoire des rois, se trouve sans objet, d'une part au moment de la suppression des congrégations monastiques et a fortiori au lendemain de la suppression de la monarchie. Donc il s'est passé de 92 à 1801, 8 années pendant lesquelles on a effectué des destructions considérables dans les lieux. Et puis arrive encore Bonaparte, qui décide en 1805 la restauration générale de l'abbatiale et dans l'objectif d'y installer son propre tombeau. Bien. Nous allons nous intéresser à la période intermédiaire. La nef, vous avez une vue de la nef qui vous montre des vitraux, une extraordinaire campagne de vitraux qui a été réalisée au cours des années 1830-1840, pendant la monarchie de Juillet, sous la direction d'un architecte qui a été longtemps décrié parce qu'on lui avait attribué la destruction de cette flèche nord disparue, François de Bray, et c'est avec un T au bout. Et cet architecte a été le premier grand restaurateur de Saint-Denis et a commandé
cette extraordinaire campagne de vitraux du 19e qui sont d'ailleurs restés pendant très très longtemps très méprisés et laissés dans un état d'absence d'entretien tel que finalement, ils sont restés intacts à peu près jusqu'à nos jours. Les tombeaux, après toute une série de pérégrinations, sont revenus, ou pour partie du moins, sont revenus pour partie à Saint-Denis et on les a installés sous la direction de Viollet-le-Duc dans les deux bras du transept de l'abbatiale. Ils n'étaient pas installés là à l'origine, ils étaient installés dans le chœur. C'était là que depuis les grands travaux commencés par Saint-Louis, que les sépultures royales se trouvaient. Pendant plusieurs siècles, on n'a rien trouvé à redire à cette situation, et à la fin du XVIIIe, il s'est trouvé que l'administration royale a considéré que ces tombeaux dans le chœur gênaient le développement des liturgies, en particulier des liturgies funéraires. Donc on a envisagé de bazarder tout ça dans l'idée de construire par derrière une nouvelle nécropole à l'est de l'abside, pour parler plus clairement. C'était déjà un projet que Louis XIV avait dans la tête, que Louis XIV avait abandonné parce que finalement il avait construit les Invalides, le vieux il voulait se faire enterrer, et qui est repris sous Louis XVI. Et puis les moines ont voté sur cette question-là de façon collégiale, et comme dans les enceintes universitaires, c'est 50-50, et du coup on ne fait rien. Donc c'était une chance d'une certaine façon, car ces tombeaux auraient été vraisemblablement détruits à la fin de la monarchie. Et c'est en quelque sorte la Révolution qui, de façon plus ou moins spontanée, a effectué ce travail de destruction qui aurait été programmé de façon administrative par la surintendance des bâtiments du roi. Alors, donc, c'est de cela dont nous allons parler. Je passe sur certaines choses sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Parmi les personnages qui interviennent dans cette histoire, il sera question d'Alexandre Lenoir, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alexandre Lenoir est un peintre, pas de très très bon niveau, mais il a travaillé avec un autre peintre de très grande importance, qui s'appelle Doyen. Il connaît aussi Jacques-Louis David, le peintre qui siège à la Convention. Et puis, relativement tôt dans la Révolution, il va être chargé de faire l'inventaire et de conserver les éléments des édifices détruits. Sculptures, également quelques objets d'art. Il va les installer dans le musée des Petits Augustins. Les Petits Augustins, pour ceux qui connaissent Paris, se trouvent à l'emplacement exact de l'actuelle École nationale supérieure des beaux-arts, rue Bonaparte. Les bâtiments ont été en partie détruits, mais il reste encore la chapelle qui est ouverte de temps en temps et dans laquelle se trouve d'ailleurs toute une série de vestiges du Moyen-Âge. Et dans les Petits Augustins, Alexandre Lenoir a installé le musée des monuments français, qui était le premier musée des arts du Moyen-Âge. Il n'y en avait pas avant. Et d'une certaine façon, Alexandre Lenoir, bien que pas très très compétent sous l'angle archéologique, bien que pas très très scrupuleux sous l'angle de l'authenticité muséographique, compte comme le père d'une idée extrêmement nouvelle, le père du musée de l'histoire nationale, puisque à l'époque, Moyen-Âge égale histoire nationale. Et il s'agissait de fournir la preuve qu'après la chute de la fin de l'Antiquité, la civilisation continuait son cours, et en particulier que la sculpture était capable de produire encore quelques chefs-d'œuvre. Et dans l'enceinte des Petits Augustins, Lenoir a installé
une série chronologique, pas nécessairement très rigoureuse, dans laquelle il a présenté toute une série de sculptures. J'y reviendrai, en particulier les tombeaux de Saint-Denis. Alors, voilà un peu le contexte général. Maintenant, il faut revenir tout précisément à Saint-Denis. Moi, je me suis toujours étonné, ça change un petit peu en ce moment, mais il y a du frémissement, mais à peine. Je me suis toujours étonné qu'à Saint-Denis, on n'ait presque jamais parlé de la mémoire monarchique. À partir des années 1930, c'est-à-dire là où en France, l'opinion royaliste arrive à son maximum, après des années 1830, on évacue complètement cet aspect des choses. C'est une ville qui a longtemps été communiste, c'est une ville qui est maintenant socialiste, c'est une ville qui a consacré énormément d'efforts à l'archéologie municipale, encore que cette année, le laboratoire d'archéologie municipale ait été supprimé. Mais l'équipe d'archéologie municipale a préféré longtemps attirer l'attention sur autre chose que la mémoire monarchique, par exemple sur l'époque mérovingienne ou sur l'archéologie urbaine. Ça évite de poser des problèmes de mémoire. Le touriste qui se rend à Saint-Denis, pendant des décennies, n'a jamais entendu parler de ce qui se passait à Saint-Denis. On lui présentait Saint-Denis comme un édifice du Moyen-Âge sauvagement mutilé par les travaux des restaurateurs du XIXe siècle. On ne parlait pas des travaux malencontreux de la Révolution française. On ne parlait pas des cérémonies monarchiques. On ne parlait pas des pompes funèbres. Bref, on ne parlait pas de la vie de ce qui s'était déroulé dans l'enceinte du lieu. Ce n'était pas d'ailleurs le seul monument à être dans la même situation. À la Sainte-Chapelle, on n'a jamais parlé de ce qui se passait du point de vue de la vie monarchique. Et à Reims, c'est à peine si on parlait des sacres sortis du Moyen-Âge, on ne parlait plus des sacres des rois de France. On est en train de redécouvrir à Reims une mémoire complètement oubliée. Par exemple, il y a quelques années, l'un de mes amis qui dirige le musée municipal de Cologne a découvert, mais ce n'était pas vraiment à lui de le découvrir, qu'au moment des funérailles, au moment des sacres des rois de France, il y avait des échanges étaient opérés entre Saint-Denis et la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. On prélevait dans le trésor de Saint-Denis des ornements qui avaient servi aux funérailles du précédent roi. Donc, ce rituel, quand a-t-il commencé? On ne le sait pas. On commence tout juste à découvrir la chose. Et il s'est arrêté avec la mort de Louis XV. Donc voilà, on est devant une sorte de continent de rites qui ont été complètement oubliés, auxquels on ne s'intéresse pendant longtemps, on ne s'est pas intéressé. Il y a une sorte de censure qui s'est opérée sur tout cela. Alors, essayons de revenir maintenant de façon un peu plus précise sur les événements. La destruction des tombes et le viol des sépultures qui, pendant la Révolution, constituent une sorte de pendant pervers de l'hygiénisme mortuaire qui marque la fin du XVIIIe siècle. Petite parenthèse, ça commence à Montesquieu. Montesquieu fait valoir qu'il faut arrêter d'ensevelir les morts dans les églises parce que c'est tout à fait contraire à l'hygiène. Il est aussi tout à fait contraire à l'hygiène de maintenir des cimetières dans le cœur des villes. Et donc, à partir du XVIIIe siècle, on repousse hors du cœur des villes les cimetières et on va les implanter en périphérie. Curieusement, ce comportement n'aura jamais cours dans des pays comme la Grande-Bretagne où les cimetières sont restés au contraire
autour des églises. Mais en France, et en particulier à Paris, on a construit, après avoir déménagé le cimetière qui se trouvait au cœur des Halles, on a construit le cimetière du Père-Lachaise. Bon, ça correspond à cela. Alors, donc, il y a une sorte de volonté d'hygiénisme mortuaire et il faut mettre en rapport la destruction des tombes et le viol des tombeaux dans cette perspective de l'hygiénisme mortuaire. Au cours du début de la Révolution, on note que en Champagne, 4 des tombeaux élevés aux comtes et comtesses de Champagne ont été détruits, de même que ceux des oratoriens, dans les Montmorency, dans l'église des oratoriens à Montmorency, et ceux de la maison de Luxembourg également, sont détruits en Lorraine. Donc on observe un phénomène qui commence très tôt et qui concerne l'ensemble du pays. Ce phénomène prend la forme tantôt de manifestations sauvages, tantôt d'investigations à caractère, à prétention scientifique, des enquêtes par exemple sur les recettes médiévales des embaumements, mais quelles que soient les modalités, l'objectif vise à conjurer le souvenir du passé féodal, ce passé qui résiste encore à la centralisation volontariste du moment. Il y a 3 mots qui comptent dans le début de la Révolution, des mots qu'il faut décrypter, ça fait partie de la langue de bois révolutionnaire, c'est superstition. Superstition, c'est la religion. Tyrannie, c'est la monarchie. Et féodalité, c'est le système de la propriété seigneuriale. Alors donc, il s'agit, en portant atteinte à ces sépultures, de supprimer, d'éradiquer le souvenir du passé féodal. Donc, le phénomène, au départ, ne concerne pas les seuls membres de la famille royale. D'autre part, on n'a pas attendu 1793, c'est-à-dire le moment de la terreur, pour le voir se développer. On ne va pas remonter aux violences des guerres de religion, d'autant que là, les historiens actuellement se divisent entre ceux qui disent, plutôt qui disaient, parce qu'on ne le dit plus, que c'était des Huguenots qui avaient porté atteinte à la mémoire royale, et ceux qui disent aujourd'hui, avec plus de raison, qu'en revanche, au contraire, c'était les ligueurs qui ont effectué des actes de vandalisme que l'on maintenant on attribue on a longtemps attribué aux protestants. Donc, n'entrons pas dans ces querelles compliquées. On peut observer une première vague de destruction dès 1791. Or, 1791, c'est, je dirais, la révolution consensuelle et paisible. Tout le monde est d'accord pour ce qui se passe. Mais un événement est caractéristique. Ça se passe à Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés, c'est une des plus anciennes abbayes de Paris. C'est une communauté bénédictine qui a été reprise sous la règle des Maurices, c'est-à-dire une congrégation savante. Bon, l'abbaye, comme Saint-Denis, comme toutes les autres abbayes du royaume, est supprimée à la suite de la suppression des ordres monastiques, et l'abbaye, l'abbatiale, est transformée en église paroissiale. C'est-à-dire changement complet de fonction. Au moine va succéder la population, avec tout ce que ça peut avoir d'appropriation, comme cela s'était fait d'ailleurs du temps de la Réforme, dans le fond. La Réforme, ça consiste en partie à mettre les bourgeois à la place des chanoines dans les stalles des collégiales et des cathédrales. Donc, que se passe-t-il à Saint-Germain-des-Prés? La transformation du culte de monastique en paroissial va donner prétexte à la mise en conformité du cœur de l'ancienne Église avec les nouvelles nécessités liturgiques. Un témoin
signale la destruction de la grille qui sépare le chœur de la nef, pour montrer qu'il n'y a plus d'espace privilégié. Et à cette occasion, on découvre fortuitement le corps d'un abbé mort au début du XVe siècle. Et là, les moines encore présents inhument les restes de façon décente. Donc on sent encore le consensus. Et puis on détruit 6 sarcophages de la dynastie mérovingienne. Seul un, in extremis, le plus ancien, celui de la reine Frédégonde, échappe au massacre. Et puis, dans un troisième temps, un marteau anonyme décapite les statues de saints. Et finalement, on envisage encore de détruire plusieurs cénotaphes, celui de Casimir, roi de Pologne, celui de la famille écossaise de Douglas, mais le projet est abandonné par la suite. Donc cette relation du témoin met en évidence un dérapage qui s'est produit, une frénésie mutilatrice qui s'empare peu à peu des acteurs. Tout commence par une sorte d'appropriation collective de l'espace cultuel. En détruisant la grille du sanctuaire, on entend exprimer que la communauté monastique est désormais remplacée par l'assemblée paroissiale. Puis, on entend rationaliser l'espace liturgique en retirant du chœur et de la croisée du transept les 7 sarcophages de la dynastie mérovingienne qui l'encombrent. C'est l'idée qui avait déjà été évoquée en 1781, à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. Pour Saint-Denis, retirons ces tombeaux médiévaux d'abord qui sont laids et qui ensuite encombrent le chœur, retirons-les du sanctuaire. La troisième étape, elle, est plus destructrice et plus idéologique. Il s'agit de décapiter les statues de saints, exactement comme on l'avait fait à la Réforme, mais pas dans les mêmes formes d'ailleurs. On sait très bien distinguer les décapitations des saints effectuées par les réformés des décapitations effectuées par les révolutionnaires. Celles des réformés sont faites avec beaucoup de soin et celles des révolutionnaires sont faites de façon extrêmement violente. Et donc, en même temps, on peut se dire que cette décapitation des saints correspond à une évolution de la sensibilité religieuse. La fin du XVIIIe siècle est de moins en moins sensible aux images, de plus en plus hostile aux images. La religion des Lumières est une religion abstraite qui se passe volontiers de ces œuvres qui pourraient passer aux yeux de certains comme des sortes d'idoles. Et puis la dernière phase, avec son projet d'abattre les autres monuments funéraires, peut éventuellement s'expliquer rationnellement par l'intention de retirer à l'Église sa fonction de cimetière des grands, de cimetière des privilégiés, dans cette époque où, comme je vous le disais, on a horreur des vapeurs méphitiques, pour reprendre les expressions du temps, des cadavres. Donc, en somme, chacun de ces événements pris à part, peut se justifier. Mais c'est la dynamique de tout cela, de cette sorte de performance, cette dynamique qu'il constitue, qui indique la tendance. La mise aux normes liturgiques dérape en entreprise de purification furieuse. Un dernier geste prémonitoire serait, vu la date de la concordance des événements, mars 1791, peut être vu dans le fait que les 5 dalles mérovingiennes sont réemployées comme pavements, ce qui est
déplorées par le témoin, qui note qu'elles seront bientôt usées par le frottement des pieds. À la fin de l'Ancien Régime, lorsqu'on, par exemple à la cathédrale de Chartres, lorsqu'on a supprimé le jubé de Chartres, le jubé médiéval de Chartres, on a utilisé les sculptures comme parements, selon les règles du droit canonique, mais on les a retournées. Il était hors de question que les figures soient usées par les pieds, ce qui fait que dans les années 1830, lorsque l'on a fait des travaux de fouilles, on a retrouvé les sculptures à peu près entières. Donc on savait faire. Le fait de mettre côté image les dalles correspond à un acte volontaire. Il s'agit de faire fouler aux pieds les effigies royales par la population qui entre dans l'église. L'événement de Saint-Germain-des-Prés me paraît prémonitoire. Mais en fait, rétrospectivement seulement, parce qu'après l'affaire de Saint-Germain-des-Prés, il se passe encore des quantités d'événements parfaitement pacificateurs. Par exemple, à cette date-là, Saint-Denis semble encore un lieu extrêmement sûr. La preuve, c'est que Louis XVI y fait apporter le trésor de la Sainte-Chapelle. Et la ville de Saint-Denis y fait installer toutes les reliques conservées dans les 2 églises de la ville. Donc, on sent qu'on veut faire de Saint-Denis une sorte de conservatoire de toute une série de choses extrêmement précieuses et qu'on a l'impression que rien ne menace l'abbatiale et ce qui s'y trouve. Et puis dans le même temps, la commission que l'Assemblée constituante a créée pour l'inventaire du patrimoine, la commission des monuments, entreprend de réunir l'ensemble à Saint-Denis, tous les tombeaux royaux érigés, ou de la famille royale érigés ici ou là. Louis VII, par exemple, n'est pas à Saint-Denis, mais dans les faits, l'opération s'arrête au transfert de ceux de l'abbaye de Royaumont, c'est-à-dire les tombeaux des fils de Saint-Louis. Donc, à cette époque, Saint-Denis, 1791, Saint-Denis reste encore dans l'esprit de chacun le conservatoire de la monarchie. Tout change avec les événements du 10 août 1792 et l'invasion des Tuileries. Là, c'est véritablement la fin. Il y a eu plusieurs événements qui ont précipité la Révolution. Après le vote de la Constitution civile du clergé, qui a créé le schisme religieux, la fuite du roi à Varennes, qui a été interprétée comme une sorte de trahison du roi, le retour du roi, sa mise sous surveillance très musclée au palais des Tuileries, et puis une gigantesque émeute populaire qui s'empare des Tuileries, qui casse tout à l'intérieur. Louis XVI qui interdit à sa garde suisse de tirer sur la foule, et la foule supprime pratiquement tous les gardes suisses, et Louis XVI se place sous la protection de l'Assemblée révolutionnaire. Et puis à partir de là, les événements se précipitent, et un mois plus tard, la monarchie est supprimée et la République est proclamée. Et dans ce temps-là, pourtant, quelques bénédictins sont toujours à Saint-Denis et demeurent fidèles à l'office. Mais c'en est fini dans l'abbatiale d'une vie liturgique multiséculaire qui s'égrenait au rythme des offices solennels. Le 25 août 1792, jour de la fête de Saint-Louis, le 25 août, c'est la dernière fois que l'on fête
le patron de la monarchie, et évidemment, on ne le fait pas avec la pompe de la guerre. Et en septembre, l'abbatiale est vouée désormais au culte paroissial. Mais pour peu de temps seulement, évidemment. Alors, on possède sur ces événements un témoignage absolument exceptionnel qui a fait l'objet d'un mémoire de master il n'y a pas très très longtemps à Paris 1 sous la direction de l'historien Jean-Marie Le Gall. C'est le journal de l'organiste. L'organiste s'installait dans sa tribune et racontait tout ce qui se passait à Saint-Denis. Alors ça commence par les cérémonies monarchiques, toutes répétitives, chaque année, les anniversaires de Dagobert, les anniversaires de Saint-Louis, les anniversaires d'un tel, etc. Finalement, l'année était ponctuée d'incessants anniversaires. Et puis, il voit arriver les événements révolutionnaires, il continue de les décrire, et puis il quitte Saint-Denis au moment où, pour des raisons inexplicables, on détruit de façon brutale l'orgue absolument gigantesque sur lequel il jouait. Bon. Alors, on possède deux versions de ce journal qui sont vraiment extrêmement intéressantes pour la compréhension d'ailleurs de la vie quotidienne pendant la période révolutionnaire. Alors, dans le contexte de cette année, de la fin de l'année 1792, donc, on observe quelques entreprises plus ou moins spontanées de dégradation. Voilà, Alexandre Lenoir. Quelques entreprises plus ou moins spontanées de dégradation. Tantôt, les fleurs de lys sont martelées, tantôt, ce sont des bronzes, dont ceux du tombeau de Charles le Chauve et de Charles VIII. Ces bronzes sont envoyés à la fonte. Le 15 septembre 1792, le ministre de l'Intérieur autorise les administrateurs du département de Paris à briser les cadenas des caveaux royaux pour en retirer les cercueils en plomb dont la fonte pourrait être utile à l'économie de guerre. Arrêtons-nous un instant là-dessus. L'économie d'Ancien Régime, c'est une économie de récupération. Les matériaux de récupération, les matériaux sont toujours récupérés. Il n'y a pas de gaspillage. Par exemple, dans toute l'Europe, on récupère soigneusement les fers à cheval, on les envoie à Tolède, et là, on en fait des épées. On s'est persuadé que le fer à cheval produit un acier extrêmement solide et garantit l'invulnérabilité des épées de Tolède. Et on attribue cette invulnérabilité au fait qu'il y aurait de la corne des sabots en accompagnement de l'acier. J'ai posé la question à des spécialistes de la métallurgie. Ça ne tient absolument pas debout. Peut-être, au contraire, peut-on considérer qu'il y a une transformation moléculaire de l'acier à la suite du tassement dû au martèlement. Ça, c'est pas impossible. Enfin, toujours est-il que les fers à cheval partent tous en Espagne pour se transformer en épée. Bon. Du côté de la fabrication des feutres, on observe des choses absolument invraisemblables et toutes plus contraires aux règles de l'hygiène. Tout ceci a été étudié par André Guillerme, qui est un des grands spécialistes de la proto-industrie. Donc, la révolution arrive, la guerre arrive, il faut fabriquer de l'armement. On ne peut pas produire autant de métal qu'il faudrait, ce qui fait qu'on va transformer les parchemins en ce qu'on appelle les gargousses des cartouches. Ce sont les parties des cartouches qui conservent la poudre.
et on va récupérer tous les matériaux possibles et imaginables. Le cuivre ici, le fer là, surtout le plomb, parce que le plomb sert à faire du bronze, et avec le bronze, on peut faire des canons. Alors, donc, tout ce qui est l'économie de guerre, c'est la priorité des priorités, et on explique que comme les révolutionnaires adorent des véritables motivations juridiques dans les événements qu'ils effectuent, l'économie de guerre justifie le viol des tombes royales, la récupération du plomb. Mais les administrateurs ne voient dans cette décision qu'une demi-mesure. Leur objectif va être de vendre l'abbatiale une fois que l'Assemblée législative aura statué sur le devenir des caveaux. En d'autres termes, la République n'est pas encore proclamée, elle le sera le 21 septembre 1792. Le roi n'est pas encore exécuté, il le sera le 21 janvier 1793, que l'abbatiale est déjà condamné à mort. Faire passer l'édifice entre des mains privées, c'est le réduire au statut de carrière de pierre. C'est ce qui s'est passé pour l'abbaye de Cluny, c'est ce qui s'est passé pour l'abbatiale de Royaumont. À Royaumont, on a détruit l'église et on a converti les bâtiments monastiques en filature de coton, puis ultérieurement en espèce de lieu de vacances pour intellectuels parisiens. Donc tout ce qu'on imagine, c'est détruire la nef et garder les bas-côtés pour en faire un marché. Quant au caveau, un journaliste très virulent, l'un des plus virulents de l'année 1793, Sylvain Maréchal, en demande dès le mois de décembre 92 la profanation. Il explique qu'au nom de la loi du talion, le peuple doit se venger de ses tyrans en dispersant au vent les cendres royales. Quelques mois d'accalmie suivent. Cet appel, ce qu'on pourrait appeler le meurtre des morts, qui en même temps n'a rien de nouveau. Je ne sais pas si vous avez pu observer, il y a au musée d'Orsay un tableau absolument extraordinaire de Jean-Paul Laurence qui s'appelle « Le jugement du pape Formose » et qui fait référence à un moment de l'histoire de l'Église très étonnant. On est à la fin du Xe siècle. La papauté est déchirée entre les prospolétains, c'est-à-dire les partisans de l'Empire, et ceux qui voudraient l'indépendance du pouvoir pontifical. Et le pape Formose, qui était plutôt dans la tendance pro-pontificale, est mort prématurément, et son successeur l'a fait déterrer, revêtir d'ornements sacerdotaux, c'est ce que montre le tableau, et à nouveau jugé. Et il est là, sur le tableau. Alors, je ne dis pas que les choses se soient passées comme ça exactement au Xe siècle, mais c'est absolument fascinant. Le cadavre est présent dans le prétoire et il a un avocat qui s'exprime en son nom. Et puis finalement, le cadavre est bel et bien jugé et à nouveau condamné, puisqu'il devait être coupé en morceaux, dispersé dans toutes les parties de Rome. Donc, cette idée de jugement post-mortem et de la condamnation post-mortem est tout de même inscrite dans les mentalités de gens qui possèdent une très très sérieuse culture, tout de même. Donc, cet appel est repris à la tribune de la Convention. On se dit, le 31 juillet 1793, qu'il va falloir fêter l'anniversaire du 10 août 1792. Et on va organiser une grande manifestation pour fêter cet anniversaire, une grande manifestation politique. Le texte dit « Les tombeaux et les mausolées des ci-devant rois élevés dans l'église de Saint-Denis, dans les temples et autres lieux dans toute l'étendue de la République seront détruits. » Et il faut lire le discours d'un des révolutionnaires, Barère, pour comprendre l'arrière-plan de tout ça. Dans la monarchie, les tombeaux même avaient appris à flatter les rois.
L'orgueil et le faste royal ne pouvaient s'adoucir sur ce théâtre de la mort, et les porte-sceptres qui ont fait tant de mal à la France et à l'humanité semblent encore dans la tombe s'enorgueillir d'une grandeur évanouie. C'est merveilleusement écrit dans le style révolutionnaire. Cela signifie que les tombeaux des rois sont d'une emphase au-delà de tout ce qui est supportable. La réalité est assez différente. Ça ne concerne qu'un certain nombre de tombeaux royaux. En réalité, ça concerne ceux de Charles VIII, de François Ier et d'Henri II, ces 3 tombeaux de la Renaissance qui ont été commandés en particulier par Catherine de Médicis, installés dans une rotonde spéciale édifiée par le primatis au côté nord de la basilique. Et puis, au début de la Régence, la rotonde a menacé ruine, on l'a détruite et on a rentré dans la basilique ces 3 fameux tombeaux qui comptent, il est vrai, parmi les chefs-d'œuvre de la sculpture de la Renaissance. Mais les tombeaux des rois de France de l'époque du Moyen-Âge ne passaient pas pour des modèles de sculpture. Quant aux Bourbons, ils n'ont pas de tombeau du tout, puisqu'ils sont, leur cercueil est installé dans la crypte sans autre forme de procès, je dirais. Donc, l'idée qu'il y a une sorte d'emphase monarchique dans la sépulture royale est une idée qui possède une force politique certaine pour exciter la population, mais qui n'a pas de réalité substantielle. Et Barrère continue son propos. La main puissante doit effacer impitoyablement ces épitaphes qui rappelleraient encore des rois l'effrayant souvenir. Là aussi, la phrase est extraordinaire, mais ça dit bien ce que ça veut dire. On est précisément en pleine damnatio memoriae. Il s'agit de supprimer, d'éradiquer définitivement le nom et le souvenir des rois par cette entreprise de purification. Alors, pour avoir une idée de ce qui aurait pu se passer, on a ce avis de La Fontaine, qui est un avis apocryphe d'une certaine façon, parce qu'il doit dater de la fin de la période révolutionnaire. C'est une restitution, et une restitution qui construit un peu la légende d'Alexandre le Noir. Donc on voit Alexandre le Noir intervenant entre les casseurs et les tombeaux des Valois pour empêcher la mutilation des tombeaux des Valois. Alexandre le Noir protégeant le patrimoine au péril de sa vie. Voilà ce que ça signifie. Bon, alors en même temps, ça montre tout de même, ça rassemble l'idée essentielle de l'événement. Il faut s'intéresser tout particulièrement à la partie basse, où l'on voit une femme grimaçante avec portant la cocarde tricolore et un homme à chapeau en train de remonter des squelettes. Ça a beaucoup frappé les esprits. L'organiste Gautier, qui pourtant pas un monarchiste très convaincu, traite ses compatriotes, parce qu'il s'agit de gens de Saint-Denis, enfin qui s'appellent à l'époque Franciade d'ailleurs, de cannibales. Les cannibales sont ceux qui vont ouvrir les tombes et qui prélèvent les restes des cadavres. Et on a d'ailleurs on a des témoignages précis de toute une série d'actes assez fétichistes qui peuvent nous paraître fétichistes aujourd'hui. Par exemple, lorsqu'on déterre la momie d'Henri IV, qui est en parfait état, qui est la preuve que c'était un roi vertueux, tandis que celle de Louis XV est dans un très mauvais état, ce qui est bien la preuve de sa corruption, quelques personnalités de Saint-Denis, considérant que
que Henri IV est un bon roi, coupe une partie de sa moustache et se la met sous le nez. Et d'ailleurs, dans les années 1820-1830, la duchesse de Berry, qui est la belle-fille de Louis XVIII, va être assaillie de propositions de vente de reliques royales qui avaient été prélevées sur les restes des sépultures royales. Donc il y a eu vraiment des prélèvements de reliques. Dans quel but? C'est difficile de savoir. Extrêmement nombreux. Donc, nous sommes au cœur de ce processus qui est celui de la damnatio memoriae, à l'éradication du souvenir des rois, pas seulement comme souverains, mais comme personnes physiques, puisque une longue tradition les rend parfaitement indissociables. Les deux corps du roi, à l'époque médiévale et même à l'époque moderne, ne sont pas dissociables. Il n'est plus question de détruire seulement des emblèmes de l'ancien ordre des choses, des statues équestres sur les places royales, par exemple, ou les statues colonnes des rois bibliques qui ornent les façades des grands édifices médiévaux et que l'on feint de prendre à l'époque pour les statues des rois de France, Saint-Denis, Chartres. Il s'agit d'autre chose. Et l'abbé Grégoire est l'un de ces ecclésiastiques qui a réussi, c'est peut-être le seul, à être resté fidèle à la fois à son état ecclésiastique et à ses idées révolutionnaires. L'abbé Grégoire s'est fait le champion de la lutte contre le vandalisme. Il va dire à un moment dans ses mémoires que c'est lui qui a inventé le mot vandalisme. J'ai inventé le mot pour tuer la chose, dit-il. Eh bien, l'abbé Grégoire, qui est pourtant un des champions dans la lutte des destructions d'œuvres d'art et de culture, s'affiche comme un fervent partisan de la mesure qui est prise par la Convention et il appelle, lui aussi, à l'anéantissement de la mémoire royale, tout juste bonne à être classée, dit-il, une parole forte et qui ferait sourire aujourd'hui, parmi les archives du crime. Alors, est-ce que c'est de la grandiloquence? Est-ce que c'est de la dramatisation? Les circonstances s'y prêtent, bien entendu. Il faut dire qu'à l'époque, la Vendée compromet la République, la coalition européenne menace les frontières terrestres, l'Angleterre bloque les ports, on est en pleine mentalité obsidionale. Mais il ne s'agit pas seulement de resserrer les rangs autour de la dictature, de salut public, mais plutôt de couper définitivement les amarres avec un passé, de couper les amarres du vaisseau de la liberté qui le relie au continent du passé. La conquête de l'avenir passe par la nécessaire profanation rituelle des morts. Alors, il faut maintenant gérer la décision de la Convention. Et ce n'est pas facile. D'abord, il faut prévenir les actes des extrémistes, ceux qui prennent les décisions prises à la lettre ou qui vont encore plus loin que la lettre. Ceux-là, d'ailleurs, l'abbé Grégoire les appelle des contre-révolutionnaires. C'est déjà presque léniniste dans le fond. Les anti-révolutionnaires sont ceux qui vont plus loin que la révolution. La municipalité de Saint-Denis, par exemple, n'attend pas le 10 août pour commencer les travaux. On a déjà la veille 42 sépultures comportant 47 statues qui ont été décelées. Et à l'époque, le ministre de l'Intérieur s'inquiète que l'on soit allé au-delà du sens que l'on voulait administrativement et politiquement donner au mot « détruire ». On détruit trop. Ce ne sont pas les chefs-d'œuvre de l'art qu'il faut détruire, c'est le souvenir de l'orgueil des rois. Et là, c'est pas pareil. Et on revient dans cette question
que j'évoquais au départ à propos des modalités d'acceptation du legs. Certes, il faut regarder le legs avec beaucoup de suspicion, mais il faut aussi trouver des modalités de conservation, c'est-à-dire opérer ce que l'on appelle encore dans le système des archives en France le tri. Comment trier? Si on détache ces œuvres de leur signification initiale, dit le ministre, leur signification royale, eh bien, elles perdront de leur nocivité et pourront être gardées à la postérité. C'est ce qui s'était passé dans l'Antiquité chrétienne. Vous avez une statue de Zeus, la statue de Zeus Olympide, une des merveilles du monde, Chryséléphantine. C'est une idole. Bon, en même temps, c'est une des merveilles du monde. C'est embêtant de détruire une des merveilles du monde. Donc, on transporte la statue de Zeus dans un palais de Byzance, et là, ce n'est plus une idole. Donc, on peut la garder. C'est une opération de désignification qui concerne, à partir de la Révolution, toutes les œuvres qu'on transfère dans un musée. C'est le musée est l'espace de la désignification. On avait déjà compris ça au début de l'Antiquité romaine, lorsque Vespasien fait ériger un temple dédié à la paix, qui était destiné à abriter les dépouilles cultuelles des populations vaincues. Après, l'exemple caractéristique, c'est après la chute de Jérusalem, les objets du temple sont amenés en triomphe à Rome, tous, et ils sont installés dans ce lieu, préfiguration du musée, et là, ils perdent toute connotation religieuse. Le musée est une entreprise d'éradication de la signification au profit de la forme et de la technique de l'objet lui-même. On analyse l'objet autrement. Et c'est ce que recommande de faire le ministre de l'Intérieur en 1793. C'est une déclaration qui revêt une importance considérable. Elle caractérise toute la démarche révolutionnaire en matière de patrimoine. Selon elle, les œuvres de l'esprit qui ne seraient pas conformes au nouvel état des choses, au nouvel ordre des choses, ne pourraient être conservées qu'au prix d'un processus de récupération. Et ce processus de récupération va être organisé au nom du progrès et de l'instruction publique. Ce qui peut faire comprendre le progrès des institutions et ce qui peut être enseigné comme étant le progrès des institutions, le passage de l'esclavage de l'époque monarchique à l'âge de la liberté révolutionnaire, cela peut être conservé à titre de témoin. De très nombreux débats à la Convention vont concerner cette théorie et bientôt cette pratique. Alors, comment opérer cette entreprise de désignification? Là, on voit intervenir encore un autre concept toujours très actuel, c'est celui d'expert. Aujourd'hui, on a, entre la population et le patrimoine, on a des conservateurs qui font l'expertise et qui font d'ailleurs le tri, qui considèrent que eux possèdent un droit de vie et de mort sur les œuvres ou sur les archives, ce que les conservateurs des bibliothèques, d'ailleurs, appellent d'un terme poétique, mais dans la poésie n'est qu'apparente, le désherbage. Le désherbage, c'est le droit de détruire, de supprimer des rayons, les livres qui sont jugés inutiles ou redondants.
Alors, que font ces experts qui vont opérer le tri? Tous ces mots sont importants. Ces experts, ce sont les membres de la commission des monuments qui a été chargée auprès du comité d'instruction publique de la Convention, des experts tout à fait officiels. Ils ont été chargés d'inventorier les œuvres à conserver et ils ont été chargés aussi de veiller à éviter toute entreprise intempestive de destruction. Parmi eux, il y a un personnage significatif, Dom Poirier. Dom Poirier, c'est un ancien bénédictin. C'est un bénédictin, il est toujours bénédictin. Il est moine de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Malgré toutes les ruines environnantes, il vit encore dans une petite mansarde et il se rend... il est l'un des experts de la Convention. Par exemple, il va intervenir à propos des archives de la Chambre des comptes. Faut-il garder toutes les archives de la Chambre des comptes? La Convention ne le veut pas. Alors, il y a ceux qui voudraient tout détruire, il y a ceux qui voudraient tout conserver. Les uns et l'autre sont susceptibles d'être traités de contre-révolutionnaires. Bon. Alors, Dom Poirier invente un concept et une pratique qui va faire florès plus tard dans les archives, le concept de décimation. C'est-à-dire, on conserve, le mot est tout à fait explicite, on conserve 1 année sur 10. Une sorte de tri par échantillonnage, quoi. Et c'est un peu ce qui va suggérer à Saint-Denis. Il va dire le tri doit être fondé sur des critères historiques et artistiques. Ces critères historiques et artistiques, quels sont-ils? Alors, il y a des critères extérieurs. Tout ce qui est en métal sera détruit au nom de l'économie de guerre. Et puis, il y a ce qui ne peut pas être fondu, c'est-à-dire la pierre, le marbre, etc. Qu'en fait-on? Alors, il faut conserver ce qui est... On ne peut pas tout conserver. Ça aussi, c'est un dogme que vous avez sans doute entendu parmi vous, qui est courant, constant. On ne peut pas tout conserver. Comme si il ne faut pas tout conserver. Cette position maximaliste est extrêmement vue de façon très péjorative. Alors, que fait-il conserver? Il faut conserver ce qui est utile à la chronologie. La chronologie, c'est le tout. Alors, comment conserver des sculptures qui seraient utiles à la chronologie? Alors là, il y a un autre principe qui va avoir un avenir ultérieur. Il va dire que ce qui est le critère même de la chronologie, c'est le costume. C'est à partir de l'évolution du costume que l'on peut faire une chronologie. Donc, c'est à partir des costumes que l'on peut ranger les tombeaux dans une séquence de progrès plastique, en quelque sorte. Et ce n'est pas un hasard si le premier des historiens d'art du XIXe siècle, Jules Quicherat, va, quelques années plus tard, à partir de l'année 1830, entreprendre une histoire du costume, parce que ça va être pour lui l'occasion de dresser une chronologie qui sera utile pour l'histoire de l'art. Et ça reste une idée qui reste d'actualité. Je prends le cas de... Vous avez peut-être entendu parler des travaux de Madame Lévi-Strauss, la veuve du fameux anthropologue. Madame Lévi-Strauss est une spécialiste des tissus, et en particulier des cachemires. Et un jour, Pierre Rosenberg, l'historien de l'art, lui a suggéré d'écrire un livre sur la chronologie des cachemires et leur entrée en Europe. La chronologie de la fabrication et de l'importation en Europe des cachemires. Et à partir de là, il avait un moyen de dater des tableaux du XVIIe et du XVIIIe siècle sur lesquels on voyait des cachemires. Bon, donc cette idée que la chronologie est donnée objectivement par les costumes est une idée qui va gouverner le choix que va faire
dont Poirier dans la sélection des œuvres. Et donc, il y aura pour conséquence un certain nombre d'œuvres qui seront détruites et d'autres qui seront récupérées par Alexandre Lenoir et transportées au musée des Petits Augustins dans des salles comme celle-ci, où les œuvres seront rangées dans un ordre plus ou moins chronologique. On a toute une série de salles. Ce sont des lavis que l'on attribue à Alexandre Lenoir, mais qui ne sont peut-être pas nécessairement de lui, qui se trouvent conservés au musée du Louvre. Voici, ça c'est le point d'aboutissement, le 17e, parce que dans l'esprit des gens de l'époque, le Moyen-Âge s'arrête à la Fronde. Hein. C'est un très grand Moyen-Âge. Le concept de Renaissance est un concept qui intervient plus tard. C'est Michelet qui fonde le concept de Renaissance pour la France. On sait bien qu'il y a une Renaissance italienne, mais cette Renaissance italienne, elle bouleverse la chronologie et commence au XIVe, même au XIIIe siècle. Donc, elle n'a rien à voir avec ce qui peut se passer dans le royaume de France. Donc, il n'y a pas de la Renaissance, ça n'existe pas. Il y a un mouvement continu qui va jusqu'au début de l'époque moderne. Et l'époque moderne, c'est la fin de la Fronde, le début du règne personnel de Louis XIV, dans le fond. Et le musée des monuments français expose tout ça. Ce musée des monuments français va avoir une importance considérable dans la mentalité des esprits. Il ne va pas durer très très longtemps, mais l'abbé Grégoire, Victor Hugo, un grand archéologue comme Ferdinand de Guilhermy, Michelet lui-même trouve ce musée absolument magique. Ça a été l'un des musées qui ont eu le plus d'impact sur la mentalité collective. Du Sommerard s'en souviendra lorsqu'il va concevoir son propre musée au musée de Cluny, quand il va présenter ses propres collections. Et puis, ce musée est menacé. Ce musée est menacé dès l'Empire par l'un des proches de l'empereur, Vivant Denon, qui est le directeur des musées et qui déteste Alexandre Lenoir et qui entreprend de supprimer le musée en ordonnant qu'une partie des collections retourne à Saint-Denis et qu'une autre partie des collections aille au Panthéon. Mais Alexandre Lenoir est lui aussi très puissant. Il possède la faveur de l'impératrice Joséphine. Et l'impératrice Joséphine, bien que n'étant plus impératrice, garde une influence considérable, à tel point que Vivant Denon doit battre en retraite et se faire oublier pendant un petit moment en allant faire un petit voyage d'études en Italie. Et donc, le musée est sauvé. Jusqu'en 1815. 1815, Louis XVIII arrive, et là, on voit apparaître un personnage qui avait été l'un des champions de la lutte contre les musées, pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer maintenant, qui s'appelle Quatremer de Quincy. Et Quatremer de Quincy va obtenir de Louis XVIII d'exécuter la décision qui avait été ordonnée par Napoléon, c'est-à-dire la suppression définitive de ce musée. Alors, à partir du début des années 1820, les sculptures royales vont revenir à Saint-Denis. D'autres vont être envoyés dans leur lieu d'origine. Et puis, le reste va rester dans ce qui va devenir l'école des Beaux-Arts. Dans la chapelle, d'une part, et également dans la cour. Et jusqu'en 1978, se dressait dans la cour l'arc de Gaillon, l'un des grands moments de la Renaissance. Et en 1978, André Chastel, l'historien d'art de la Renaissance, et son compère Francis Sallet arrachent la décision ministérielle du retour de l'arc de Gaillon à Gaillon. Mais ça supposait que tout le monde soit d'accord, ce qui n'était pas le cas. Alors, les 19e y étaient tout à fait opposés parce que la façade de l'école des Beaux-Arts avait été dessinée par l'architecte Duban en fonction de l'arc de Gaillon. Et on a fait ça en catimini pendant le mois d'août
1978 pour que l'opinion parisienne se rende compte du rapt de l'Arc qu'à la rentrée des vacances. Et donc, mais il reste encore sur place des éléments du musée des monuments français. Alors, cette histoire pourrait s'arrêter là, mais pas tout à fait. Je voudrais d'abord vous montrer en premier la vie d'Alexandre Lenoir, qui s'intitule Tombeau d'Héloïse et d'Abélard, et qui se trouve au Père-Lachaise. Le tombeau d'Héloïse et d'Abélard a été conçu à partir de la mutilation du tombeau de Dagobert et de la reine Monthilde, qui a été placé dans le cadre de la campagne de Saint-Louis, à l'entrée du chœur côté sud. Et on a deux personnages qui sont l'un au-dessus de l'autre. Et on a trouvé que Lenoir a trouvé que ce serait mieux de scier les deux parties, de les mettre sur un plan horizontal, et ça devenait Héloïse et Abélard. Il a installé ça au cimetière du Père-Lachaise, et il a conçu là une sorte de topos plastique absolument extraordinaire. Un jour, je me promenais dans le cimetière de Nice, qui est un cimetière absolument prodigieux, un cimetière à l'italienne, où on voit au-dessus de la mer des grandes sculptures blanches avec des traits emphatiques, des urnes, des pleureuses, des anges, toutes sortes de choses. Et je tombe tout d'un coup sur le tombeau d'Héloïse et d'Abélard. Là, j'ai été très surpris de retrouver la copie du tombeau d'Héloïse et d'Abélard, qu'il avait fait réaliser Émile Jelinek. Émile Jelinek, c'était un grand industriel de l'automobile qui vivait en République tchèque, enfin du côté des Sudètes, en Tchécoslovaquie, qui était d'origine juive et qui, menacé par l'arrivée des nazis, était parti en France. Bon, vous savez que l'histoire de l'automobile, et en particulier de la Mercedes, est liée à une torride histoire d'amour entre Émile Jelinek et sa femme qui s'appelait Mercedes. Donc, pour rappeler au souvenir de tous cette passion conjugale qui unissait le grand industriel à sa femme, il a fait ériger dans ce style néo du 18e, début du 19e, néo du 19e, le tombeau d'Héloïse et d'Abélard, lui aussi. Dernier point, comment s'achève cette affaire de Saint-Denis? Eh bien, en 1824, Louis XVIII décède et on organise une grande cérémonie pour ses funérailles. Charles X trouve que c'est pas très réussi et fait venir le surintendant des menus plaisirs, le marquis de Drebrézé, c'est le fils de celui de l'époque très révolutionnaire. Et Drebrézé, qui est un peu énervé, lui dit « Sire, nous tâcherons de faire mieux la prochaine fois ». Alors, Pêche s'en est tenu là, devant ce mot. Et 20 ans plus tard, à peu près 20 ans plus tard, Alexandre Dumas écrit un roman, Les 1001 fantômes. C'est l'histoire d'un personnage qui rentre dans Saint-Denis au lendemain de la Révolution, juste avant le consulat, qui visite ce qui reste de l'abbatiale sous la direction d'un guide, qui s'endort dans la crypte et qui a un songe. Il voit tout d'un coup une immense cérémonie, une cérémonie de funérailles royales. Et en fait, ces funérailles royales sont celles de Louis XVIII. Et il repart tout ragaillardi en se disant « Chouette, la monarchie va pouvoir se rétablir en France ». C'est dire que
cette histoire des sépultures royales à Saint-Denis a véhiculé énormément d'a priori et d'idéologie politique. On y voit aussi, bien entendu, se construire la philosophie et la pratique patrimoniale, l'acceptation du legs, le système du tri par l'expert, le système des critères du tri et les modalités de conservation. Le musée des monuments français, pour finir, c'est une exception dans le système muséographique français parce qu'il correspond à ce que les anglo-saxons et les scandinaves appelleraient les period rooms, c'est-à-dire des reconstitutions d'espaces à caractère historique. Ce que la muséographie française, en réalité, déteste et ne fait presque jamais. Je vous remercie.